Bonjour à tous, c'est Pascal le grand frère, bienvenue sur actumag.fr. Voilà. Vous avez du temps? Parce que c'est long. Aujourd'hui, je me prénomme Pascal, Pascal Souetins, alias Pascal le grand frère, mais on en parlera tout à l'heure. J'ai 51 ans, j'ai deux enfants de 23 et 22 ans. Je me suis séparé de la maman il y a quelques années, mais tout va bien. Donc à ce niveau, tout roule. J'ai participé à plein de choses. Je suis ancien sportif de haut niveau dans les arts martiaux chinois. J'ai débuté par l'haltérophilie, boxe anglaise et ensuite kung-fu. J'ai eu la chance de pouvoir progresser pendant ces 8 ans de compétition où l'entraîneur de l'équipe de France m'a repéré et j'ai pu partir en championnats internationaux. Très bon souvenir avec l'équipe d'ailleurs. Mais bon, c'est du travail. Voilà, on n'arrive pas sur les tatamis comme ça du jour au lendemain. Donc c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Mes enfants sont arrivés. On s'en est occupé du mieux que possible. Aujourd'hui, j'en ai un qui bosse avec moi parce que j'ai une salle de sport et on va également en parler. Et voilà, donc je pense que j'ai fait vite le tour de moi, voilà qui je suis en tout cas. Oui, alors l'enfance, moi j'ai grandi à Creil dans l'Oise. Le plateau de Creil, le fameux plateau, on entend parler dans les médias surtout en ce moment-là, récemment encore malheureusement. J'ai grandi là-haut de parents ouvriers, mon papa ouvrier dans une usine, ma maman femme de ménage. Aujourd'hui mon papa n'est plus de ce monde, donc paix à son âme. Et ma maman est gravement malade, donc on s'en occupe avec mon petit frère, parce que j'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi. Et on a grandi dans ce quartier où il y avait, et je trouvais ça bien à l'époque parce que tout le monde était mélangé. Toutes les nationalités, il n'y avait pas de clan, comme ce que je vois aujourd'hui, des ghettos. Il n'y avait pas de ghetto à l'époque, moi j'ai pas connu ça. Donc on traînait avec tout le monde, donc il n'y avait pas de racisme, il n'y avait rien. De temps en temps, voilà, il y avait des gens qui se chamaillaient, il y avait des bagarres interquartiers, il y avait toujours des trucs comme ça, mais ça allait, ça allait. Franchement, ça allait. On respectait la police à l'époque. Aujourd'hui, je vois qu'il n'y a plus du tout ce qui se passe là. Il y a encore un flic qui s'est fait tuer là récemment. Et voilà, donc nous, on avait peur de la police à l'époque, donc on fuyait plutôt qu'autre chose, mais on avait des caves dans nos quartiers, donc on est dans les caves, tu rentrais par une entrée et tu sortais par un autre bâtiment. C'est déjà parce que tout était relié. Aujourd'hui, ils ont tout bouché. Ils ont dit, c'est pas possible, on n'arrive pas à les choper. Et voilà, on faisait des bêtises, mais c'était pas non plus des choses gravissimes, quoi. Donc, et en grandissant dans ce quartier, moi, j'étais un des grands plus tard, parce qu'il y avait des vrais grands frères à l'époque, dans les quartiers, des vrais grands frères qui s'occupaient de nous, qui nous interdisaient de faire des choses mauvaises. Ils disaient, ici, ça, il ne faut pas le faire, si vous le faites, on vous tape. Et quand on faisait n'importe quoi, on se faisait attraper par les grands frères et ils nous calmaient tout de suite. Donc ça nous permettait de nous canaliser et de ne pas faire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on sait que maintenant, les jeunes sont utilisés pour tout trafic que l'on connaît maintenant à travers les médias. Et en grandissant, moi, j'ai jamais aimé l'injustice. Et ça a commencé, j'ai commencé à aider les jeunes, entre guillemets, de chez moi, à l'âge de 15 ans. Bizarrement, je faisais l'haltérophilie. Et mon coach, Jean-Marie Abira, Jean-Marie, qui est maintenant à La Réunion, un ancien policier d'ailleurs, c'est fou, donc, qui était mon entraîneur, un mec gentil, adorable, réunionnais, voilà, le cœur sur la main, un mec en or, vraiment. Et il me dit, voilà Pascal, écoute, cet été, alors chez nous l'été, pour nous occuper, tous les sports étaient gratuits. Mais tous, l'aviron, le bowling, la pétanque, le tir à l'arc, le tir au pistolet, enfin tout était gratos, pour ne pas qu'on zone justement les quartiers à ne rien faire. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, en tout cas chez nous ça existe encore. Mais ce serait bien que ça se propage sur toute la France et occuper les jeunes l'été parce que nous on n'avait pas d'argent. Et le sport c'était payant, donc on n'allait pas forcément dans les associations, même si on sait que c'est pas très cher, mais il fallait sortir l'argent. Et donc il me dit ouais, ce serait bien que tu donnes des cours d'haltéro. Je dis moi je donne des cours d'haltérophilie avec notre tenue là. Alors pour le petit rappel, l'haltérophilie ça se porte avec une tenue de lutteur, je ne sais pas si vous voyez le truc, une petite bretelle bien moulante. Et à l'époque, c'était les Russes qui étaient très forts avec des bides énormes, donc on n'avait pas forcément bonne presse, en tout cas visuellement. Et on portait des chaussures de bowling, des petites chaussures à talons, qui est la même couleur que le bowling, blanche et rouge. Tout ça, j'appelle ça des pompes de bowling. Et puis je me retrouve dans une petite salle, qui est un vestiaire en fait en réalité, dans un grand stade. Donc il y a plusieurs vestiaires, donc plusieurs coachs. Alors je n'étais pas diplômé à l'époque, moi je dis à mon coach, je fais comment, je ne suis pas diplômé. Il me dit t'inquiète pas, tu expliques ce qu'est l'haltérophilie, tu fais des démonstrations et puis tu entraînes les jeunes. Ok. Il m'avait bien senti, assez ouvert à ce niveau. Et du coup, je me retrouve dans ce petit vestiaire avec ma tenue d'haltérophile. Et là, les mecs arrivent. Donc, me regardent, je suis gringalet, je pèse 52 kilos à l'époque. Mais je jetais 80 parce que j'étais champion de l'Oise d'haltéro. Donc, déjà à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Déjà. Et du coup, par rapport à cette discipline,
Les gens arrivent, les jeunes arrivent, ils me disent ouais, tu fais quoi? Je dis bah je fais l'haltéro. Qu'est-ce que c'est l'haltéro? Je dis bah il faut soulever des poids, voilà. Et moi il me dit ah ouais, mais tu soulèves combien toi? Je dis bah je sais pas, si tu veux on fait un concours. Et déjà j'étais dans le truc, déjà de la répartie, etc. Elle me dit ouais mais on va t'éclater, t'es tout maigre. Je dis bah si tu veux. Sauf qu'il faut de la technique pour faire l'haltéro. Et moi j'étais 80, donc dans ma tête je me dis bon de toute façon déjà je lève 80 kilos. Si le mec lève plus, bah voilà, je suis battu et c'est fini pour moi quoi. Et puis on charge les barres et puis on y va, je leur montre le mouvement, puis bah, certains facilement arrivent à lever, 30, 40, puis à 50 commencent à peiner, je dis oh, c'est bon, 50 kilos s'ils peinent, j'ai encore 30 kilos d'avance, ça va le faire. Puis 60, puis le mec il est à 60, je dis ah putain quand même, il y a du lourd. À 65, 70, voilà, il n'arrive plus à lever, et puis moi je prends ma barre, tac tac, je dis si vous voulez on peut encore charger. Et quand j'ai vu qu'effectivement j'étais respecté, parce que j'ai démontré par mon attitude et par mes compétences que j'étais capable d'être plus fort et pas par rapport à une tenue. En fait, j'avais été jugé sur une tenue. Comme ce qu'on voit aujourd'hui, c'est discriminatoire. Tu portes une casquette, je vais te juger pourquoi tu prends une casquette, si tu la retires, pourquoi tu caches tes cheveux. Enfin, on va toujours trouver des excuses. Et tout le fait, on en parlera après du dernier souffle avec Jérémy Bellet. Et j'ai trouvé ça injuste. Je me dis putain, c'est un sport que j'aime. Et en fait, de par ma tenue, je suis jugé et maltraité en fait. Parce que j'étais gringalet. Et je me suis dit, ok, eh ben, je vais changer mon apparence. Je vais toujours faire la même chose, mais je vais venir en survêt. Et le lendemain, en fait, j'ai changé de tenue. Et bizarrement, ceux qui arrivaient, qui me voyaient pour la première fois, bah, changeaient leur regard sur l'haltérophilie en fait. Le fait d'être en survêt, bah, il y avait une marque de respect. Et il y avait une distance. Ah bah c'est le coach, il est en survêt, donc il sait de quoi il parle. Alors que j'étais en tenue de compète, j'étais ridicule à souhait et je me suis fait allumer. Donc, mais il a fallu que je démontre. Et là, l'avantage, c'est que j'ai pas eu l'occasion et le besoin de démontrer que je savais soulever de la charge. Donc je me dis, en fait, c'est ça. Mais j'ai eu, moi, cette réflexion et cette alerte, entre guillemets, en disant, mais moi, j'ai plus envie qu'on se moque de moi, en fait, parce que j'aime pas ça. Donc quand tu as cette force en toi qui te permet justement de réagir et d'éviter que ça se reproduise, tu en as d'autres où ce n'est pas le cas. Tu en as d'autres qui vont subir tout le temps à l'école, qui vont subir du harcèlement, qui vont subir de la maltraitance, des insultes, des bousculades, de la bagarre, toujours 15 sur un mec. Et moi, je ne voulais pas ça. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ok, grâce à ça, en fait, grâce à ma façon de faire les choses, je vais me faire respecter. Et moi, j'ai un truc en mémoire qui me reste encore aujourd'hui, d'ailleurs c'est fou, c'était en CM2. On part au sport d'hiver, tout le monde en CM2, on part au ski quoi. Pour la première fois, je vais faire du ski, et on nous mesure. Dans la classe, hein, donc on nous mesure, on va au tableau, voilà Pascal, et le prof me mesure. Et il annonce 1m1. 1m, 1 cm. Et là tout le monde, 1m1, le mec c'est un nain, c'est un petit, nan. Donc en fait, j'étais un petit peu maltraité sur ma taille. Et aujourd'hui, ça me pose problème parce que j'aurais toujours voulu rêver mesurer 1m75, 1m80 et je mesure 1m75. Et le 1m80, c'est parce que mon frère mesure 1m80 et je vois, il fait une demi-tête de plus que moi et je trouve que c'est pas mal quand même cette hauteur. Et moi, je suis 1m75, donc je suis pas très grand. En plus, l'émission s'appelle Pascal le grand frère. Donc tout le monde me voit comme un mec qui mesure 1m90. Et ben non, désolé de vous décevoir, je mesure qu'un mec 75. Donc voilà un petit peu mon enfance, grandi en quartier. Et puis j'allais défendre un petit peu tout le monde dès qu'il y avait une bagarre. Je descendais de mon 4e étage, parce que j'étais dans une espèce d'HLM, c'est ça, un HLM. Hein. En fait, il y avait une grande place au centre et les bâtiments faisaient un rectangle. Voilà, bâtiment rectangle séparé par des porches. Donc lorsque la police arrivait, si on bloquait les porches, ils ne pouvaient plus sortir. Donc en fait, ils étaient coincés dans nos trucs. Donc on savait comment faire pour les embêter. Et bon, du haut de mon balcon de 4e étage, moi j'avais une vue sur toute la place extraordinaire. Et dès que je voyais un truc, je descendais et j'allais à la rescousse de ceux qui allaient se battre. Et je dis, les gars, faut pas se battre, faut arrêter, machin, allez, serrez-vous la main, on check. Là. Voilà, j'étais un petit peu le défendeur de tout ça. Donc voilà un petit peu mon enfance. Collège, ça s'est plutôt bien passé. Quoique, il y a des petites bagarres au collège. Primaire, bagarre. Oui, primaire. École primaire. J'étais déjà un petit dur à l'époque. Et j'étais amoureux de ma petite voisine. J'étais gamin. Donc, et je vois ma voisine passer dans la cour d'école. Puis je dis, ça va, Nathalie? Elle va se reconnaître peut-être. Maintenant, elle est mariée, des enfants. Big up à toi. Et puis, je sais pas, en marchant, il y a un mec qui me bouscule, qui me tape l'épaule. Puis je me retourne, tu fais quoi là? Déjà, le petit branleur, quoi. Le petit, qu'est-ce qu'il y a? Il se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais quoi? Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer quoi? Et le mec, il me met une droite. Il me casse le nez. Je suis comme ça. J'ai plein de sang. C'est la première fois que je raconte ça. J'ai plein d'exclusivité. Je regarde ma main, j'ai plein de sang, je regarde le mec. Je dis, putain, tu m'as pété le nez. Et je pars à l'infirmerie. Le lendemain, je suis énervé, faut que je le retrouve, mais j'ai une patate. J'ai un nez comme ça, gonflé, d'où la petite bosse aujourd'hui.
Et je le retrouve dans la cour, je vais le voir, et je dis, il faut qu'on se parle. Il me dit, écoute, je suis désolé, excuse-moi, je voulais pas, mais tu vois, voilà, on s'est bousculé, c'est parti. Et en fait, le mec, le fait qu'il s'excuse, j'avais plus envie de le frapper. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est pas moi qui ai cherché finalement les histoires? Parce qu'il m'a bousculé, je voulais jouer le grand. Et j'ai compris que ça servait à rien, parce qu'à un moment donné, on trouve toujours plus fort que soi. Donc ça, si ça peut vous permettre à un moment donné de dire, hey, reste tranquille, parce qu'un jour, tu vas tomber sur un os et tu vas comprendre. Alors moi, j'ai compris en primaire, hein, donc j'ai compris tôt qu'il fallait se calmer, qu'il fallait surtout pas jouer. Et de là, à la maison, très compliqué, un papa plutôt violent, pas encourageant du tout, qui me félicite pas, qui est pas fier de moi, et j'attends que ça depuis tout petit. Ça arrive plus tard, mais ça, on en parlera après. Donc j'ai aussi cette souffrance de ne pas être reconnu par mes propres parents. Ma maman qui est là, qui est tendre avec mon frère, et mon père qui est dur, un ancien militaire qui a fait la guerre d'Algérie, très autoritaire, et puis la main facile, quoi. Donc surtout sur ma maman, j'en ai parlé maintes fois. Et alors aujourd'hui, je comprends ses gestes, mais je ne les pardonne pas, même s'il n'est plus là. Mais je comprends pourquoi c'est arrivé, mais je ne peux pas excuser les gestes. Je peux pas, mais voilà. Mais je peux comprendre pourquoi c'est arrivé. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas excuser une femme qui se fasse frapper, en tout cas. Parce qu'on va aussi parler de la violence faite sur les femmes. Donc voilà, et donc j'ai toujours voulu défendre ma mère. Donc, alors, dans la rue, il fallait que je défende les gens. Chez moi, il fallait que je défende ma mère. Il fallait que je fasse attention à mon frère. Et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi, en fait? Et du coup, les arts martiaux se présentent à moi. Et là, c'est parti. Et là, je rentre. Alors, je commence par la boxe anglaise. Parce que je faisais croire à mes parents que j'allais à l'haltérophilie, parce que l'haltérophilie, ça m'avait un petit peu gavé. Lever des charges, c'était bien, mais bon, il me fallait autre chose. Et puis j'entendais la salle de boxe qui était juste à côté, j'entendais les mecs frapper dans les sacs. Je me dis, il faut que j'aille voir, ça m'intéresse. Et lorsque je suis entré dans cette salle, il y a Saïd Chekab, Saïd, mon coach, surnommé la Panthère Rose, vous saurez pourquoi. Et un mec au top, mais vraiment au top. Et ce monsieur m'accueille. Et il y avait tout le quartier qui était là d'ailleurs, hein, tous ceux avec qui on tournait. Et il me dit, voilà Pascal, si tu veux faire de la boxe, il y a ça à faire, il faut venir aux entraînements, il faut être sérieux, il faut arriver à l'heure, etc. Donc déjà les règles, accepte les règles. Comme dans la rue, accepte les règles. Quand tu grilles un feu rouge, tu te fais arrêter, parle pas, t'as tort. Quand tu te roules trop vite, tu te fais arrêter, parle pas, t'as tort. Les mecs, il faut, ouais mais non, mais si, t'as tort, tais-toi, assume ta connerie. Et quand on arrive en retard, on se faisait bien élever par le coach. Et pendant un an, je fais de la boxe, je cachais ça à mes parents. Et quand je rentrais chez moi, en fait, j'avais la tête un peu violette parce que je prenais pas mal de coups. Ma mère, je me dit, mais tu fais l'haltérophilie, c'est des poids. Comment se fait-il que tu as la tête toute violette quand tu rentres? Je dis, tu sais, maman, quand je pousse les barres. Le soeur m'a pas cru. Et un jour, je vais m'entraîner dans la salle de boxe. Et là, je vois la porte qui s'ouvre et je vois ma mère. Et là, j'ai dit, oh là là, si elle en parle à mon père. Ah, je dis, là, c'est bon, je suis cuit, je suis mort. Et elle m'a regardé, elle me fait, ok, j'ai compris. Et elle s'en va. Je rentre à la maison ce soir même, je dis, bon, maman, tu dis rien à papa. Elle me dit, non, mais dis-moi la vérité. Tu vois, elle me dit, toi, mentir, ça sert à rien parce qu'on sait toujours à un moment donné tout ce qui se passe. Et au bout d'un an, mon coach me dit, voilà, Pascal, tu vas faire de la compète parce que voilà, t'es pas mauvais, t'as des trucs. Et je lui dis, non, je vais pas faire de compète. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que moi, il manque des coups de pied. Et en fait, sur les rings, je mettais des coups de pompe. Je mettais des coups de pied directs, je mettais des circulaires parce que je suis relativement souple depuis tout jeune. Il me dit, t'as pas le droit au coup de pied. Je dis, ouais, mais je dis, moi, il me faut les pieds-points, quoi. Je dis, je peux pas faire que du point. Et de là, karaté, ça me plaisait pas, même si c'est un sport qui est noble. Hein. Full contact non plus, boxe taille, il n'y avait pas, et je voulais faire du taekwondo. Et taekwondo, chez moi, il n'y avait pas. Donc, il n'y avait pas, et c'était Paris. Moi, j'avais pas de voiture, pas d'argent, je ne pouvais pas aller à Paris. Je prenais pas le train. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais retourner à mes premiers amours, la musculation. Et quand je rentre dans ce club de muscu, j'ai le prof que je connaissais dans ce club, il me dit, ouais, Pascal, on va voir au 3e étage. Il y a un mec, on ne sait pas ce qu'il fait, il saute dans tous les sens, il saute en l'air, il fait des coups de pied retournés, on ne sait pas ce qu'il fait. Et je rentre dans cette salle et le prof s'appelle Pascal. Pascal David. que des big up aujourd'hui. Et je rentre, je regarde le prof, il joue, il saute, il met des coups de pied. Je dis, oh, je sais bien ce qu'il fait. Je dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites comme sport? Il me dit, c'est du kung-fu. Ah, moi, kung-fu, Bruce Lee. Parce que je suis la génération Bruce Lee. Donc Bruce Lee, etc. Et je me dis, ouais, c'est bon. Et là, je m'inscris, je sors les billets, je bossais à l'époque. Combien ça coûte? Tant, vas-y, je m'en fous. Je cherche pas à savoir si c'est cher, pas cher. J'achète mon kimono, j'achète mes vestes de compète alors que je ne fais pas de compète. Et l'année se déroule bien. Et à la fin d'année, il dit, bon, voilà, qui veut faire des compétitions? Moi, je lève la main, je dis, moi, je vais faire des compétitions. Il me dit, ah ouais, il me dit, tu veux faire quoi comme compète? Je regarde, je dis, moi, je vais aller au championnat du monde. Et il me regarde comme ça, il me dit, pardon? Je dis, ouais, moi, je vais aller au championnat du monde. Je veux aller là-haut. Et j'irai, avec ou sans vous. Et 8 ans après, j'y étais. C'est fou, hein, l'histoire. Alors, ce qui est dingue, c'est que l'histoire est folle.
Je suis en lycée pro et je suis avec mon pote Marco. Et pendant 3 ans, on est dans la même classe. Enfin, pendant 3 ans, on passe notre CAP, 3 ans. Parce que CAP, c'est 3 ans. Après, il y avait le BEP, après, il y a le bac pro, etc. Et ce mec-là, on fait nos 3 ans. Et moi, je décide de continuer mes études. Et lui, il décide d'arrêter. Et on se perd de vue. On se retrouve par hasard dans une grande surface. Carrefour, Auchan, comme ça, voilà, vous avez toutes les marques. Leader Price, tout ce que vous voulez. Et j'entends mon prénom, Pascal. Je me retourne, je vois mon pote Marco. Marco, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on ne s'est pas vu. On partage notre numéro de téléphone et ce mec, c'est ça qui est fou, hein, c'est que toute notre génération, on a tous réussi en fait. Moi, je vois où j'ai grandi, il y avait Kamel de Alliance Ethnique qui était dans l'école avec mon frère, dans la classe de mon frère. Et le mec, il sort un album de ouf, cartonne, Alliance Ethnique quoi. Donc Kamel, big up. Et ce mec, mon pote Marco, qui est comme un frère, hein, me dit, écoute Pascal, faut que je t'explique, je fais plein de trucs, je suis allé au Big Deal, on va faire des trucs, des émissions de télé, tu vois, on va s'éclater. Je dis, mais moi je m'en fous de tes émissions de télé, moi ce qui m'intéresse c'est toi, qu'est-ce que tu deviens, raconte-moi, vas-y. On se refait des trucs comme avant quoi. Et un jour, il me dit, écoute voilà, appelle ce numéro, il cherche des gens, c'est une émission de comique, toi t'es marrant, tu vois, tu m'as toujours fait rire. Je dis, ouais, je te fais rire toi, mais je fais pas rire les autres, tu vois, à un moment donné. Il me dit, appelle, tu verras, tu t'en fous. Ils vont te poser des questions, et puis bah, si tu réponds bien, tu accèdes au casting, et puis on va faire l'émission tous les deux, on va s'éclater. Il me dit, oh, si on est tous les deux, on va se marrer. Je dis, ouais, si on est tous les deux, effectivement, on va se marrer. Et ça s'appelait Les Champions du Rire, avec Jean-Marie Bigard et Julien Courbet. Et je participe à cette émission. On avait un boîtier, il fallait répondre à des questions, c'était un QCM, et il y avait 100 000 euros à gagner. Là, je me dis, quand même, il y a quand même 100 000 euros. Je dis, Marco, si on gagne, on fait 50-50, tu vois. Si je gagne, on fait moitié-moitié. On est potes. Il dit, ok, pas de souci. On ne gagne pas. Ah, on n'a pas gagné. Bon, on a participé à l'émission. On était juste derrière Julien Courbet et Bigard. Donc, c'est pas une de mes premières télés, en fait, ce qu'il faut savoir. Parce que je suis déjà passé à la télé beaucoup plus jeune. Je fais un petit retour en arrière. Et à l'époque, il y avait les jeux de 20h avec Jean-Pierre Descombes et qui faisait le ni oui ni non. Parce qu'aujourd'hui, il y a Fouquet, Boris, etc. qui font le ni oui ni non. Mais ça date d'il y a... Ouh là là, ils n'étaient pas nés, les mecs. En fait, ils créaient ça, mais en fait, ils n'étaient pas nés. Et moi, je suis dans le public. Et les jeux de 20h étaient filmés en journée et c'était diffusé le soir même à 20h. Et donc, moi, avec mes parents, on regarde la télé. Et je lui dis, ouais, j'étais assis dans le public, il me fait rond. Et on regarde, et je me vois avec mes cheveux longs. Ah, j'avais des cheveux à l'époque. Avec mes cheveux longs comme ça. Et je sais pas, je devais avoir 13-14 ans. Et là, on tous, waouh, tu passes à la télé, t'es à la télé, etc. Mais moi, j'ai pas percuté que la télé, ça allait me poursuivre, en fait, entre guillemets, tu vois. Et plus tard, je participe à un jeu qui s'appelle la Roue de la Fortune, avec Risoli, monsieur Risoli. Et je vais jusqu'en finale. Et je donne le prix de la vitrine, que je gagne pas. Encore une fois, je me dis, c'est pas possible. Donc voilà, petite anecdote de télé. Et puis quelques mois après, parce qu'en fait, quand tu passes dans une émission, tu es casté. Donc on te demande de te présenter, il y a des caméras. Et on te dit, voilà, présente-toi. Donc moi, je me présente, Pascal. À l'époque, j'avais 34 ans. 34 ans, fonctionnaire, Pierre Delette, directeur service jeunesse, etc. etc. Et en fait, ils m'ont classé dans une case sport, jeunesse, éduc. Voilà. Et puis, l'émission est créée par Julien Courbet, parce que c'est lui le producteur de l'émission, qui a trouvé en fait ce truc, qui est juste magique. Et ils ressortent les castings de tous ces gens-là. Et je fais partie de ce casting. Et on est 100 personnes. Et je me dis que tout ça, c'est arrivé parce que j'ai revu mon pote Marco. En fait, c'est lui qui est déclencheur de ça, quoi. Alors, grâce ou à cause, je ne sais pas. Mais Marco, merci, parce que ça a changé ma vie. Et je lui ai bien rendu l'appareil. Après, on a fait une émission, il fallait le relooker. Et c'était pas cool. Et on l'a relooké dans l'émission. Marco, désolé, mon pote. Donc, il a gagné un blouson en cuir, des boîtes pompes, etc. Il est passé dans l'émission. On s'est marré encore une fois. Mais voilà, ça a démarré comme ça, le Pascal le grand frère. Ça a démarré comme ça, c'est fou. Ah, que des bonnes choses. Franchement, déjà, je remercie toutes les familles, les 152 familles que j'ai pu aider. Merci de leur confiance. Merci pour certains d'avoir écouté les conseils, d'avoir fait ce qu'il fallait pour changer. Dommage pour ceux pour lesquels ça n'a pas fonctionné. Il y a 10% d'échecs, j'ai toujours dit. Hein. Donc voilà, non, je vais garder que du bon. Il n'y a pas eu de mauvais, même si c'était dur. Franchement, c'était dur. Hein, parce que des fois, il y avait des bagarres, il y avait des mots. Moi, je prenais cher à chaque fois. Hein. Moi, j'allais au charbon. Hein. En fait, j'étais en première ligne, quoi. Les caméras, il fait hey, Pascal, c'est bon, bah ouais, c'est bon, bah go, allez, on y va, allez, vas-y, jeune, il est énervé là, il faut que tu ailles le calmer. Bon, moi, je vais le calmer. Et en fait, force d'expérience dans mon quartier, j'ai utilisé en fait tout ce que moi j'avais en moi dans cette émission.
pour que les gens puissent s'en sortir. Après, j'ai étudié. Après, j'ai fait un petit peu de psychologie, forcément. J'ai ouvert les bouquins et j'ai commencé à m'intéresser à ce métier. J'ai passé mes diplômes, donc les BE, etc. Et tout ça a fait que ça a donné cette émission. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, l'émission s'appelait Le Grand Frère. Et il n'y avait pas d'ingrédients dedans. On ne savait pas quoi mettre. Donc Julien Courbet me dit, Pascal, comment ça se passe? Je dis, à vous de me dire comment ça se passe. Je dis, c'est quoi en fait le délire là? Il me dit, c'est un jeune qui insulte sa mère. Et là, je le regarde, je lui dis, mais monsieur Courbet. Il me dit, non, il faut que tu me tutoies, appelle-moi Julien. Je dis, Julien, vous, parce que pour moi, c'est mon patron. J'ai du mal, moi, avec la hiérarchie. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la hiérarchie, donc je vous vois. Et je dis, Julien, je dis, moi, dans mes quartiers, le mec qui insulte sa mère, ça se règle en 1 heure. Pas en 10 jours. Je dis, en 1 heure, le mec, je vais l'attraper, je vais le tordre. Il va comprendre qu'il ne faut plus qu'il recommence. Je dis, mais non, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas le tordre. Je dis, non, mais je vais le tordre psychologiquement. Je vais lui faire un lavage de cerveau, je vais le secouer comme il faut, je vais le mettre à l'envers, à l'endroit, et puis tout sera réglé. Je dis, non, il me dit, il faut mettre un petit peu de psychologie, il faut mettre des stratégies en place, un programme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ok, je vais vous créer l'émission dans ce cas. Je vais vous mettre mon ingrédient. Et c'était moi. Et l'émission, c'est moi, en fait, qui est tout mis. Le fait de dormir dans leur chambre, le fait d'être en immersion dans les familles. J'ai regretté après, parce qu'il fallait que je dorme dans les lits de tout le monde. Et je peux vous dire que des fois, les lits, c'était pas top. Hein. Mais voilà, ça, c'est le côté négatif. On dit, tu arrives chez quelqu'un, des fois, moi, je suis quelqu'un de soigné. Tu vois, je viens pas habillé salement. Je suis propre sur moi, je suis propre chez moi. Je suis pas maniaque, je suis ordonné. Et quand j'arrive quelque part où c'est le bordel, déjà, j'ai du mal avec ça. Après, quand c'est sale, ça, c'est la double peine. Tu vois. Et le truc, c'est que, voilà, et la première émission, c'était à Montargis, je me rappellerai toujours. Et je vous assure, c'est vrai, hein, je vous assure, c'est vrai. J'ai cru que c'était truqué. Je me suis dit, c'est truqué, c'est pas possible. J'arrive dans la maison, le papier peint est bleu. Mais bleu, un bleu qui n'existe plus aujourd'hui. Et la dame sort avec une blouse bleue, la même couleur que le papier peint. Je regarde la dame comme ça, je dis, tu sais, en fait, tu te mets contre le mur, elle disparaît. Je suis désolé, c'était il y a 15 ans. Et je vais voir la prod. Je lui dis, excusez-moi, mais il y a un problème là, c'est truqué. Il me dit, non, Pascal, il me dit, on est chez des vrais gens. Je dis, non, je veux papier bleu, blouse bleue. Je dis, tu rigoles quoi? Puis je tourne dans la maison, je vois des tableaux. Et ça, je l'ai raconté maintes et maintes fois. Je vois des tableaux et je vois des chiens, des Yorkshire sur les tableaux. Je vois pas de tableau de famille, je vois pas de tableau de son fils. Je vois la prod. Je dis, franchement, Lionel Delfini, le rédacteur en chef de l'époque. Je dis, Lionel, il y a un problème. Hein. Il n'y a que des chiens sur les tableaux. Je dis, dites-moi que c'est la vérité. Je dis, franchement, dites-moi que c'est truqué. Je vous assure, je vais faire de la comédie. C'est Pascal. La dame préfère plus son chien que son fils. Moi, j'avais les enfants à l'époque. Je dis, écoute, je dis, moi, je suis père de famille. Je ne peux pas aimer plus mon chien, j'ai un chien, que mes enfants. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est dans le sang, toi, c'est ta chair, quoi. Il dit, je t'assure, elle préfère plus son chien parce que son chien ne l'insulte pas, lui, son fils l'insulte. Je vois jeune. Je discute un petit peu avec lui, j'ai dit, ta mère, ouais, ma mère, c'est une grosse pute, mal. Et le soir, ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, les caméras rentrent à l'hôtel. Moi, je suis chez les gens, je suis en famille avec eux. Il n'y a plus de caméras. Et je suis à table, et je leur dis, bon, on va parler sérieusement. Franchement, vous avez pris des cours où? Des cours de théâtre, là. Je dis, parce que franchement, vous êtes des bons comédiens. Et là, la dame me dit, mais vous êtes fou, monsieur. On ne fait pas de la comédie. Je dis, arrêtez, écoutez, il n'y a pas de caméra. Je dis, c'est bon, on est en off. Je dis, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, donc allez-y, dites-moi la vérité. Et le gamin, je suis toi, t'insultes ta mère. Il me dit, ouais, ma mère, la pute. Je dis, écoute, je vois, ton cinéma, je dis, il n'y a pas de caméra. Je dis, c'est quoi, il n'y a pas de caméra, je vais te taper, en fait. Tu vois, et je ne vais pas te faire de cinéma. Il me dit, Pascal, non, on ne fait pas de cinéma. On a vraiment une problématique avec notre fils. Il y avait un beau-père, c'était compliqué, le mec qui se droguait, enfin, c'était ouf. Et au bout de 3 jours, je me suis aperçu qu'effectivement, j'étais dans une vraie famille. Ouais. Incroyable. Et l'émission a été diffusée sur TF1. On a fait 7 500 000 sur la première diff, carton complet. Et de là, Julien m'appelle, Julien Courbet, il me dit, bon Pascal, je t'explique. Maintenant, quand tu vas sortir dehors, tu vas être connu. On va te reconnaître. Donc, faut que tu sois nickel. T'embrasses pas de filles à l'extérieur. Je dis, mais je suis en couple, moi, à l'époque, j'étais en couple. Je dis, mais je suis en couple, donc... Il dit, non, mais on sait jamais. Il dit, parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière une fenêtre qui va te voir. Donc, il faut que tu sois carré, irréprochable dans ta vie. Là, je me dis, oh, c'est chaud. Je dis, moi, je suis quelqu'un de normal, tu vois, je fais des conneries, ça arrive. Et il me dit, non, il me dit, je te dis que, voilà, comme tu vas être connu, fais attention à ton image. Il me dit, on va signer d'autres émissions. C'est un carton. Et moi, je ne me rends pas compte des chiffres. Il me dit 7,5 millions. Je dis, ouais, bon, 7 500 000 personnes, ok. Et puis, je pars dans un magasin de sport pour m'acheter des fringues.
Et j'entends, c'est pas vous qu'on a vu à la télé, grand frère, là, c'est vous le grand frère. Tu vois, trop bien l'émission. Et là, je me dis, ah ouais, et là, je vois l'impact, le fait d'être connu, je vois l'impact que ça procure à l'extérieur lorsque je me promène. Et en fait, je me dis, je peux plus sortir de chez moi, quoi. Parce que dès que je vais sortir, on va me reconnaître. Et j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. J'avais pas fait cette émission pour ça, moi, à la base. J'avais fait une émission pour aider une famille. Et de là, on est parti sur 15 ans d'émission, quoi. C'est ouf. Bien sûr. Je signe là demain. Si demain j'ai un producteur. D'ailleurs, on réfléchit, parce que j'ai créé une boîte de prod. Donc on est en train de réfléchir à quelque chose, mais je ne vais pas tout dévoiler maintenant parce qu'on va me piquer le projet sinon. Parce que dans ce monde, voilà, dès qu'on entend un projet, hop, on le prend, il est déposé, pas déposé, on a tout déposé. Ne vous inquiétez pas, tout est carré, vous ne pourrez pas nous le piquer. On réfléchit effectivement à revenir. Enfin, moi, je réfléchis à revenir, de la refaire différemment. Donc voilà, donc Julien, il est au courant, Julien Courbet est au courant, il sait que on a contacté une autre chaîne qui est M6, je vais dire la vérité, M6W9, M6. Je ne sais pas si M6 souhaiterait que ce type d'émission soit sur leur chaîne. J'ai eu Nicolas Bernikoff qui est sur TPMP, qui était ancien directeur de France 2, qui me disait « Mais Pascal, moi l'émission sur France Télé, je la verrais sur France Télé. Et si on me l'avait proposé à l'époque, je l'aurais prise. » Je le regarde, je dis « Mais bah, on y va, fonçons !» Et il me dit « Mais je suis plus à France 2, je suis pas à France Télé. » Donc voilà, donc je me dis, j'ai beaucoup de retours sur les réseaux sociaux aujourd'hui où les gens me demandent à quand ton retour. Ça fait 3 ans. Tu sais, quand on est connu, on est invité un petit peu partout. Et puis un jour, je rencontre Jérémy Bellet. Quelqu'un de formidable, de gentil, d'agréable, d'avenant, beau garçon, qui est mannequin. Et je le découvre. Et puis en discutant, je découvre sa souffrance. Je découvre ce qu'il a pu subir aussi dans l'enfance. Et je ne vais pas dire que je m'y retrouve, mais je comprends sa souffrance, que j'ai souffert aussi de cette espèce de discrimination. Donc en plus, il est d'origine. Quand on le voit comme ça, on se dit que c'est un Chinois, mais c'est pas du tout ses origines. Donc je pense qu'il a bien mangé de par ses origines. Il n'a pas connu ses parents. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui s'est construit avec ce qu'il a en lui. Et puis il me parle un jour de son projet. Il dit voilà Pascal, j'aimerais bien qu'on fasse un truc sur la discrimination, ça me tient à cœur, qu'est-ce que tu en penses? Il dit voilà, en plus toi voilà, t'aides les jeunes, donc tu sais, puis peut-être que par rapport à ton passé. Et moi mon passé, j'en ai parlé, mais j'en parle plus facilement maintenant, mais à l'époque je cachais tout ça, j'en parlais pas. Je parlais pas de la violence de mon père, je parlais pas dans les quartiers, comment c'était compliqué. Je me suis dit, si je peux servir moi d'exemple, en disant on peut s'en sortir, on peut y arriver, il faut juste y croire, ouais banco. Et je lui dis, tu sais quoi, moi ton film je le fais gratos même s'il faut, je m'en fous, on va le faire pour la cause. Et cette cause, moi, m'a beaucoup touché. Déjà le personnage en lui-même, Jérémy, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, et sa cause me touchait d'autant plus, donc c'était double impact en fait pour moi. Et je lui dis, ouais, ça m'intéresse de le faire. Je lui dis, écoute, je suis pas comédien moi, je suis pas acteur, je sais pas jouer. Il me dit, mais on s'en fout, il y a un texte, et puis tu balances ton texte, et puis on voit quoi. Et je lui dis, ok, pourquoi pas. Alors j'avais fait des petits trucs dans Les Mystères de l'amour, donc un petit peu de comédie là-dedans. Et merci à M. Azoulay de m'avoir donné cette chance. Et je lui dis, bon, bah ouais, je fais un peu la même chose. Donc il y a des textes, je vais apprendre, et puis on va balancer, on va mettre de l'émotion, puis je vais être moi, quoi. Et puis bah, ça a donné ce que ça a donné. Et puis on a eu Fiona Gélin qui nous a rejoints. On a eu Mathieu qui nous a rejoints, et puis plein d'autres qui nous ont rejoints dans cette aventure. Mais on n'a pris que des gens qui étaient touchés par ce genre de choses pendant l'enfance. Donc je crois que ça touche tout le monde. C'est ça qui est dingue. C'est que ce phénomène, il touche tout le monde. Et on se dit, mais pourquoi les gens sont aussi méchants? Je sais pas, moi je dis qu'on est tous égaux. Moi, si je m'ouvre le bras, tu t'ouvres le bras, le sang est de la même couleur, le sang il est rouge, quoi. Donc pour moi, on est pareil. Qu'est-ce qui va changer? C'est ta couleur de peau, c'est tes origines, c'est ta religion, ce sont tes croyances, c'est ce que tu vas manger, c'est parce que tu as les yeux bridés. Et alors? On est tous sur la même planète. On est tous sur la même planète. Donc qu'est-ce qu'on attend pour s'entraider? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux, pour vivre bien? Pourquoi l'humain est méchant? Pourquoi l'humain détruit l'humain? Et vous savez, j'ai plus de compassion aujourd'hui, moi, pour les animaux que pour les humains. Je dis la vérité. Hein. Je prends un animal, le lion, dans toute sa splendeur. Le roi de la jungle, le lion.
Qu'est-ce qu'il fait? Il tue pourquoi le lion? Il tue pour manger. L'humain, il tue pourquoi? Parce qu'il y a des humains qui tuent des humains. Pourquoi on tue? C'est pas pour manger. Là, il y a un problème. On est pire que les animaux, en fait. Et ce qui se passe dans la nature, c'est voilà, c'est le plus petit qui va se faire bouffer par le plus gros, puis le plus gros qui va se faire bouffer par encore un plus gros. Mais c'est de la subsistance, quoi. C'est de la survie. Mais quel est l'intérêt, moi, de faire du mal à quelqu'un? Je ne fais pas de la survie quand je fais du mal à quelqu'un. Non, quand on fait du mal à quelqu'un, c'est lui qui va en mourir du mal que vous apportez aux gens. Donc si on peut, à travers ce film, montrer que la discrimination, c'est bon, stop. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus dur, parce qu'on ne peut plus rien dire. Dès qu'on va faire de l'humour, moi, on m'a dit, sur la chaîne YouTube, des fois, je fais des imitations de chinois, parce que j'ai toujours fait ça, je suis comme ça. Ah, bonjour, bonjour. On m'a dit, Pascal, fais pas ça. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que je me moque des Chinois? Non, je les respecte, les Chinois. Je pratique leur art. Un art qui est double foi millénaire. Je vais imiter un rebeu? Je vais prendre l'accent rebeu? J'ai grandi avec des rebeux. Je vais parler créole? On m'a appris des mots créoles. Est-ce que pour autant, donc aujourd'hui, je peux plus rien dire, je peux plus rien dire, je peux plus rien faire, on doit rester à notre place. Mais par contre, on a le droit d'écraser les autres. On a le droit de les insulter. On a le droit d'être discriminant parce qu'il est chinois, parce qu'il est petit, parce qu'il est mec, parce qu'il est gros. Bah non, je suis pas d'accord avec ça. Il faudrait faire l'inverse d'ailleurs. Qu'on puisse parler de tout et qu'on arrête de blesser les gens parce qu'ils sont différents. Parce que notre pays et la Terre, on est tous différents. Tous. Et toutes. Et quand il m'a parlé de ça, je lui ai fait, ouais, mais vas-y, go, on y va. Allez, banco. Je suis avec toi, Jérémy, vas-y, on y va. Et ça a créé ce film-là. Et j'en parle, ça me touche beaucoup parce que c'est un projet qui lui tient à cœur. Et vous voyez pas, Jérémy il est juste derrière moi, il fait derrière la caméra. Et je le regarde en même temps parce qu'il a fait, il est face à moi. Et voilà, et j'ai dit oui tout de suite, j'ai pas hésité une seule seconde. Mais pas une seule seconde. J'ai dit oui, je dis ouais, ça m'intéresse. Et je vais te parler de trucs perso. Et il a été surpris parce que moi, je montre que je suis quelqu'un de dur. Je suis solide dans l'intention, je suis solide, je suis un requin, vraiment. Mais j'ai mes souffrances, j'ai ma croix que je porte au quotidien. J'ai mon père qui s'est suicidé. J'aide tout le monde, j'ai pas aidé mon propre père. Vous imaginez que je le vis comment, ça? Je vais dire la vérité, aujourd'hui, on est 53 adhérents. Donc 220, je suis passé à 53. Donc le Covid m'a fait perdre 75%, de mon chiffre d'affaires. Heureusement que l'État, et je remercie, parce qu'on a beau critiquer l'État, la France, tout le monde critique, mais aujourd'hui, toutes les entreprises, si on est encore debout, c'est grâce à l'État, grâce au Fonds de solidarité. Et je crois que si je n'avais pas eu ça, franchement, 53 payants, ça fait 2 500 € par mois de rentrée d'argent. J'ai un loyer à 3 000. Bah voilà, ça y est, déjà je suis cuit. Sans compter les charges fixes, plus le salaire, parce que j'ai un employé. Bah voilà, donc aujourd'hui, je suis encore debout. Je ne sais pas comment je fais, hein. Je suis encore debout. Donc j'avais fait un article il y a 3-4 mois et j'avais mis sur mes vitres, en fait, j'avais caché l'intérieur de la salle et j'avais mis des affiches d'Halloween. Donc Halloween, hein, des têtes de mort, des trucs, des machins, trucs pas sympas, quoi. Et quand le journaliste est arrivé, il me dit c'est lugubre quand même. Je dis ouais, parce que là je vais annoncer la mort de la salle. C'est la mort de la salle, assuré. Par contre, moi j'ai passé un coup de gueule en disant moi je vais ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai fait comme ça vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Ce coup de gueule a fait un buzz de fou. Et je me suis lancé. Alors, le premier confinement, j'ai fermé 2 mois. Hein. Et j'ai offert les 2 mois fermés parce que les adhérents continuent à payer, à être prélevés. Donc j'ai offert les 2 mois à tous mes adhérents. Moi, je suis quelqu'un de carré. J'avais dit, 2 mois, je vous les offre, vous les récupérez, vous inquiétez pas. Ça a été fait. Et derrière, ils m'ont remercié pour ça. Et je me renseigne, qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir la salle? Il y a forcément quelque chose. Et j'apprends, voilà, sur prescription médicale, les gens ont le droit de s'entraîner sur prescription. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est l'obligation de la part d'un médecin de faire du sport. Parce que tu as une maladie ou tu as quelque chose qui nécessite que tu sois en bonne santé, pour cela de faire du sport. Donc je dis à mes adhérents, banco, si vous voulez que j'ouvre, prescription médicale. Renseignez-vous, appelez votre médecin, machin. Alors certains ont des pathologies graves, où le sport est nécessaire, d'autres un peu moins, mais peu importe. Moi j'ai une prescription, c'est-à-dire que le médecin a donné l'accord. Donc moi je récupère mes prescriptions, donc les gens peuvent venir s'entraîner. Ensuite, sportif de haut niveau. Bon, j'en ai pas. Donc déjà c'est un peu compliqué, parce qu'on ne fait pas de compète.
Ensuite, des gens qui passent des BPGEPS, donc des étudiants. Bah tiens, c'est bizarre, j'en ai 3. Qu'est-ce que je vais en faire de ces 3-là? Je vais leur dire, bah les gars, votre diplôme, on va attendre 2 ans. Et dans les textes de loi, on nous dit, voilà, vous avez le droit d'ouvrir votre salle si vous avez des BPGEPS. J'en ai 3. Donc j'ouvre la salle, prescription médicale, BPGEPS. Et en plus, moi, je reçois les élèves de 3e, vous savez, quand ils font leur stage de découverte entreprise. Moi, j'en prends. Moi, je donne la chance à ces jeunes-là. Parce qu'ils me disent, Pascal, personne ne nous prend, le Covid, les boîtes. Je dis, moi, je suis ouvert. Donc, tu sais quoi, viens. Tu as un stage de 3 semaines à faire, viens faire ton stage. Je dis, par contre, c'est sport, donc je ne sais pas quelles sont tes études. Ils me disent, ouais, nous, c'est de l'accueil. Je dis, ça tombe bien, viens. Tu vas accueillir les gens, tu vas répondre au téléphone, tu vas envoyer des mails, etc. Et avec tout ça, je me suis fait contrôler 2 fois. Gel hydroalcoolique à l'entrée, pastilles sur le sol collées, distanciation obligatoire. Plus de promenades dans la salle où les gens rentrent avec le masque, masque obligatoire. Ils rentrent dans la surface. Et moi, j'ai une salle qui est haute sous plafond, qui fait 8 mètres de haut. Et ce qu'il faut savoir, en fait, et je trouve ça dommage, parce que quand on nous accuse, nous, les salles de sport, d'être des clusters, et là, je trouve que c'est un scandale parce qu'il n'y a pas eu d'études en France, c'est des études américaines. Toutes les salles de sport ont l'obligation d'aérer la salle, donc de mettre un système de ventilation où l'air, en fait, est renouvelé chaque minute. C'est obligatoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir une salle de sport demain si tu n'as pas ça. Donc ça fait partie de la construction, voilà, ça a été construit et quand on a monté tout ça, ça faisait partie des obligations où, à la base, sans Covid, le renouvellement d'air est obligatoire. Donc déjà, je me dis, mais à quel moment on va nous fermer nos salles? Déjà là, il y a un problème. Donc là, je m'adresse à l'État. Est-ce que vous avez fait de vraies études? Parce que je dis franchement, moi, depuis que je suis ouvert, j'ai 0 cluster. 0 cluster. 0. Les seules personnes qui ont le Covid, c'était des gens d'extérieur qui sont venus dans la salle, qui m'ont dit, bah, je suis Covid. Stop. Toi, tu es venu dans la salle. Pendant 7 jours, je ne veux pas te voir, tu dégages. Et voilà ce qu'on a fait. Et on s'est protégé. Moi, je l'ai chopé au mois d'octobre. C'était dans la première vague. Et aujourd'hui, tout va bien. Et je me dis, mais comment je vais m'en sortir? Je crée un business, je crée de l'emploi. Et on nous dit, bah, il faut fermer, monsieur. Bah non, je ne ferme pas. Et donc, je n'ai pas fermé. Et j'en ai strictement rien à faire parce que j'ai respecté la loi. Je me suis pas mis... Je suis un rebelle, hein. Franchement, je suis un rebelle. Mais je fais les choses proprement. Je n'ai pas mis de gens en danger, déjà. Et dans le cross-training, normalement, il y a des circuits training où chacun utilise le même matériel et puis on se le partage. Et j'ai décidé de changer ma méthode de cours, justement. C'est parce que ça m'a permis aussi de devoir entraîner les gens différemment. Et de te dire, voilà, tu as une pastille au sol, ça c'est ton coin. Bah, tu vas prendre ton kettlebell, c'est du matériel, hein, je vais donner des noms spécifiques. Tu vas prendre ton halter, tu vas prendre ton wall ball, ton medicine ball. C'est pour toi. Et chacun, vous aurez le même matériel. Tous. Mais vous ne bougez pas d'où vous êtes. Et vous vous entraînez là où il y a la pastille. Les gens ont intégré ça immédiatement. Ils disent, ouais, mais c'est bien les circuits training. Je dis, écoutez-moi bien. Il n'y a pas de circuit training, il y a le Covid. Donc, moi, tu as les mains pleines de sueur. Tu vas toucher ta machine, tu te vois la nettoyer. Tu as 15 secondes de repos. Tu n'as pas le temps de nettoyer la bécane. Donc, non, tu prends ton matériel et tu nettoies à la fin. Et je vous assure que depuis, ma salle n'a jamais été aussi propre. Ça, pour le Covid, elle est au top. Moi, je gagne du temps en ménage. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé avec la salle de sport. Donc j'ai d'autres projets. Je voudrais pas le dire trop tôt. Alors, il y a peut-être l'émission, on travaille dessus, il y a ça. Il y a le projet d'une autre salle de sport, mais voilà, c'est en réflexion. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, le théâtre, je ne vous ai pas parlé. Donc je me lance sur les planches. Donc avec un beau projet, Stéphane qui est canadien, qui est producteur de pièces de théâtre. Et je vais tourner avec une dame que j'adore, qui a travaillé à TF1 à l'époque, Danielle Gilbert. Voilà, qui était une chroniqueuse de fou furieux, qui s'est fait jeter du jour au lendemain, on n'a pas compris pourquoi. Pour ceux qui la connaissent en tout cas. Et la pièce s'appelle Cougar qui peut. Alors je sais, vous allez me dire Cougar, qu'est-ce que c'est? Il y a du cul, machin. Ah. Très brièvement, l'histoire. Je ne vais pas tout vous raconter, mais je vais essayer de faire un petit synopsis rapide. Ma maman a une sœur, Danielle Gilbert, qui est Cougar, donc qui se tape que des petits jeunes. Et ma maman, en fait, est seule. Et l'amour de sa vie, c'est un monsieur qu'elle a rencontré jeune et puis ils se sont perdus de vue. Elle voudrait le retrouver parce qu'elle aime que lui.
Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, je fais en sorte de retrouver ce monsieur. Alors, est-ce que je le retrouve ou pas? Il faudrait venir la voir à la pièce. Et sa fameuse sœur donc, détourne ma mère en disant « Tu devrais te taper des jeunes, parce que c'est pas mal. » voilà pourquoi Cougar. Et Cougar qui peut, je fais comprendre. En fait, je suis le fils, mais à la fois le grand frère, en disant « Mais non, maman, tu peux pas te taper des jeunes. Tu peux pas te taper des mecs plus jeunes que moi, c'est pas possible. » Donc Cougar qui peut, c'est maman, non, part de là. Parce qu'elle rentre dans ce système et ça commence à lui plaire. Elle a encore rien fait. Mais je lui dis, mais tu penses à celui que tu aimes, imagine tu le retrouves demain, puis tu fais n'importe quoi, quelle image tu vas donner de toi, etc. Donc voilà, donc il y a plein de comédiens, je pense qu'on va se marrer. Et on a hâte de pouvoir mettre cette pièce-là au goût du jour. Et bien sûr, on va la jouer en province dans un premier temps, parce que Paris c'est compliqué, les Parisiens vous êtes durs. Hein. Donc en province, et puis si elle marche en province, on la fera bien sûr sur Paris ensuite. Voilà, donc ça c'est un gros projet pour la première fois, mais parce que autant j'ai joué des petits rôles dans des grands films, hein, des longs métrages j'en ai fait, des courts métrages j'en ai fait, des séries donc aussi j'ai joué. Et puis il y a aussi un film là qui normalement devrait reprendre sur Netflix, donc aussi, ça c'est aussi un autre projet avec Monsieur Lamotta. J'espère qu'on va pouvoir reprendre ce projet-là, puisqu'on a commencé à tourner. Et j'ai un rôle de dingue. Pour pas scuser le film, je suis un juif banquier, mais en fait je suis pas banquier. Voilà. Donc vous pouvez imaginer l'envers du décor. Donc il y a des armes, il y a de la drogue, il y a tout ça. Et je suis quelque part le mec qu'il faut venir voir quand tu as des problèmes, donc, ou quand tu as besoin de quelque chose, tu viens me voir. Sauf que ma famille croit que je suis banquier, donc est-ce qu'il y a de l'argent? Et donc tous les matins, je pars en costard, machin, je fais croire que je pars à la banque, mais en fait je pars pas à la banque. Et je reviens le soir, bonjour ma chérie, mes enfants. Sauf que, dans ce film, ma fille rencontre un mec. Et le mec, c'est un voyou. Et moi, je sais qu'il est voyou. Lui, il sait que je ne suis pas banquier. Et il veut fréquenter ma fille. Et là, ça crée des problèmes. Ça crée des secrets. En disant, moi, je sais qui tu es, tu ne peux pas être avec ma fille. Et il me dit clairement, oui, mais moi, ta fille, voilà, je suis amoureux d'elle. Donc, et moi, je sais qui tu es. Donc, je peux balancer à ta fille qui tu es. Donc, tu n'as pas le choix. Vous voyez le truc? Voilà, ça va être pas mal aussi, ça. Sur Netflix bientôt. Vous êtes 2 enfants. Sachez que je suis fier de vous, les gars. Je suis fier des hommes que vous êtes en train de devenir, vraiment. Donc, merci pour ça. Et il n'y a pas meilleure récompense quand tu vois que tes propres enfants réussissent dans la vie. Ça, c'est le top. Donc voilà, merci pour ce qu'on va apporter.